en fait, on a des préoccupations qui sont à la fois nationales et à la fois internationales. Donc avec la sortie de l'euro, la sortie de l'Europe, la sortie de l'OTAN. Et je me suis dit, mais comment on va faire le rapprochement entre ce qui se passe là, loin de nous, et ce qui se passe chez nous? Et en fait, la première chose qui m'a fait basculer, en fait, qui m'a fait dire oui, c'est que j'ai rapidement appris que dans le programme de l'UPR, on a deux mesures communes qui sont capitales et qui sont celles qu'on va détailler plus tard. Et en fait, ce sont des mesures qui sont complètement cohérentes avec ce que nous préconisons au niveau international. Je vais y revenir. Regardons d'abord l'impact des choses que nous proposons concrètement au niveau international, au niveau local. Parce que régulièrement, on me dit, oui, mais bon, vous avez une vision fumeuse des choses, c'est éloigné des gens, qui se préoccupent aujourd'hui de la Commission européenne, qui s'occupe aujourd'hui de l'avancée des traités européens, qui s'occupe aujourd'hui de tout ça dans notre vie quotidienne à nous. Eh bien, je suis désolé, ça a un impact énorme. Prenons par exemple l'euro. L'euro aujourd'hui est une monnaie qui est beaucoup trop chère pour la France, puisqu'elle est largement surévaluée par rapport à notre économie, aux fondamentaux. Pourquoi? Ben, nous avons aujourd'hui une économie qui n'a pas le tissu industriel de l'Allemagne, par exemple. Donc forcément, les Allemands, avec un euro plus faible que la valeur de leur économie, accumulent aujourd'hui des excédents commerciaux que nous ne rêvons même pas. Donc on a déjà un écart de compétitivité avec l'Allemagne. Au niveau de l'activité en France, on a 10%, 12% je crois du PIB qui est directement relié aux activités touristiques. S'il y a une région qui est concernée par les activités touristiques, je suis désolé, mais on est en plein dedans. Donc tous les jours, j'entends dans mon taxi, parce que je gère une licence de taxi, je suis taxi driver, comme on dit. Tous les jours, j'entends dans mon taxi, dis donc, c'est cher de venir en vacances en France, 1, première destination mondiale, ici, 2, la Côte d'Azur. Alors il n'y a pas qu'un effet prix, bien évidemment, hein, c'est vrai que les hôtels ne sont pas donnés, enfin bon, bref, mais il y a le fait que l'euro est largement surévalué. Donc aujourd'hui, comme on ne peut plus faire de dévaluation externe, c'est-à-dire jouer sur la valeur de la monnaie par rapport au Deutsche Mark, par exemple, ce qu'on a fait pendant 50 ans, de 1949 au 31-12-1999, date à laquelle nous sommes rentrés en régime à parité fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ne pouvez plus utiliser la monnaie, qui est un outil de régulation, pour rester dans la compétition, pour rester compétitif, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle de la dévaluation interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous limitez les salaires, vous détruisez les systèmes de redistribution de revenus sociaux, donc comme la retraite, comme par exemple la maladie, enfin les systèmes de sécurité sociale, vous vendez les bijoux de famille, tout ce que vous pouvez vendre, vous vendez, vous privatisez absolument tout ce que vous pouvez privatiser, donc en fait vous êtes obligé de détruire le pays de l'intérieur. Et ça, personne n'en parle jamais. Deuxièmement, les impacts locaux au niveau de notre appartenance au traité européen. Et bien là, en fait, on a un premier phénomène qui est l'ubérisation. On voit émerger des sociétés qui sont des multinationales, qui opèrent de manière, on va dire... alors, ces sociétés-là font des bénéfices dans les pays où la fiscalité est avantageuse et font des pertes dans les pays où la fiscalité est avantageuse et l'inverse, pardon. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Uber. Et ces sociétés-là interviennent dans le transport de personnes, là je parle de la société Uber par exemple, Lyft, je parle de ces sociétés-là. Elles interviennent également dans le commerce, hein, comme les Google, Amazon, Facebook également, qui est un produit marketing parfait. Et ces sociétés-là opèrent en face de commerçants, de petites et moyennes entreprises, de très petites entreprises qui sont implantées localement, qui n'ont pas la possibilité d'arbitrer fiscalement, c'est-à-dire on met nos bénéfices là, on met nos pertes là, et puis on se fait un max de pognon. Ça, elles ne peuvent pas le faire. Par contre, elles déclarent leurs revenus en France, elles ont des comptes courants qui sont ouverts en France, elles sont assassinées par les charges sociales. Donc vous avez une concurrence déloyale qui se met en place. On n'a rien contre le progrès. Absolument rien. Je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de vendre en ligne. Ce que je veux, moi, c'est qu'on puisse réguler. Parce que la compétition tue la compétition, et si on reste dans cette logique-là, on arrive sur des logiques monopolistiques. Donc il est urgent de réguler, mais on ne peut pas réguler parce que les traités européens nous l'interdisent. Nous avons également une conséquence directe, c'est qu'en termes de pouvoir d'achat,
toujours pareil, hein, par rapport à notre économie locale, hein, vous avez remarqué que je ne suis pas absolument dans une approche fumeuse et de haut niveau. Là, je suis sur des choses concrètes. Hein. Je parle de nos activités au quotidien, en tant qu'artisan, en tant que commerçant, en tant que prestataire de services. Je ne me suis pas envolé, je n'ai pas fait d'envolée lyrique où que ce soit. Je suis toujours au niveau du terrain. Le nivellement par le bas. Le but de la construction européenne, c'est effectivement de regrouper une zone géographique continentale et de chercher à maximiser les profits. Donc, qu'est-ce que vous faites pour ça quand vous avez 28 pays aux économies aussi différentes? Ben, vous alignez tout le monde vers l'Est. Vous allez vers l'Est. C'est-à-dire que les salaires minimums, les charges sociales et toutes ces questions-là, pour lesquelles des générations de Français se sont battus pendant des décennies, ben, tout ça, ça va au panier. Et les conséquences, c'est que ben, notre pouvoir d'achat diminue, tout simplement. Donc on est en train de se paupériser. Il y a des études d'ailleurs qui sont sorties. Je crois que depuis que l'euro a été mis en place, chaque foyer fiscal a perdu 52 000 € ou quelque chose comme ça, depuis 1990. Le troisième aspect, c'est le troisième point du programme national, et je suis toujours sur les conséquences locales. C'est notre appartenance à l'OTAN. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On est en train de perdre l'esprit même, l'essence de la diplomatie française par un alignement systématique de nos positions géostratégiques sur les États-Unis d'Amérique. Nous sommes devenus un pays caniche, avec des gouvernements qui ont vendu l'esprit de la France. Et ça, c'est grave. Juste pour attirer votre attention, alors vous savez que l'OTAN effectue des bombardements complètement illégaux au regard du droit international, notamment des Nations Unies. Ça s'est passé en Syrie récemment et on a été les seuls avec Macron à suivre les États-Unis et à aller bombarder un pays souverain. Donc ça c'est grave. Pourquoi? Parce que nous, au quotidien, ici en France, on a des problèmes de communautarisme. C'est-à-dire que le fait que l'armée française aille bombarder des pays souverains en Afrique et au Moyen-Orient, nous avons, nous, par notre histoire, dans nos populations, dans nos quartiers, et pas forcément dans nos quartiers, nous avons des gens, des tas de personnes, des citoyens qui sont français, comme vous et moi ici, qui appartiennent, qui viennent de ces pays-là, et ça les fait souffrir. Parce qu'ils travaillent dans ce pays, ils aiment ce pays, et ils voient les dirigeants de ce pays qui prennent la décision d'aller bombarder leur pays d'origine, où vivent peut-être même des grands-pères, des grands-mères, des oncles, des tantes. Donc vous avez une excitation. Les banlieues s'enflamment, ne croient plus au gouvernement, ne font plus confiance à la France. Donc quelle est la solution ici? Cet homme-là, M. François Asselineau, le 31 janvier 2020, a organisé à Paris une fête pour le Brexit. Je pense que certains d'entre vous sont au courant. Pendant cette soirée, vous aviez l'ensemble du spectre politique qui était invité. De la droite, j'allais même dire de l'extrême droite, à l'extrême gauche. Ça s'est su, donc c'est quelque chose qui a été véhiculé sur les réseaux sociaux. Et quelques jours plus tard, ne voit-on pas M. François Asselineau aller à la Courneuve, rentrer dans la cité des 4000, se promener, serrer des mains, rentrer dans des halls d'immeubles, claquer la bise à Pierre-Paul Jacques, sans aucun service de sécurité. J'ai bien dit, sans aucun service de sécurité. Essayer de renouveler la même opération avec Emmanuel Macron, avec Marine Le Pen, avec Jean-Luc Mélenchon, avec des gens qui sont clivants par nature, je pense que l'espérance de vie à la Courneuve, dans la cité des 4000, c'est l'équivalent d'un grenadier voltigeur à Verdun. Et là, vous avez quelqu'un qui se balade. Alors d'ailleurs, on lui reproche suffisamment, hein, moi le premier. Je dis que c'est n'importe quoi en termes de sécurité. Mais bon, il a son avis là-dessus. Donc, notre réponse à toutes ces choses qui arrivent en illustrant de manière un peu humoristique l'histoire de la Courneuve, c'est quoi? C'est que nous sommes droits dans nos bottes. Pourquoi? Par rapport aux phénomènes communautaires, nous ne réglerons jamais les phénomènes communautaires tant que nous serons dans le cadre d'un État qui n'est pas respecté et qui n'est pas respectable. Il faut réintégrer la confiance des citoyens en l'État français. Or, ce n'est pas du tout dans la politique actuelle qu'on va y arriver. Et les exemples ne manquent pas. Je suis toujours au niveau de problématiques locales, hein. On est d'accord? Notre réponse aux questions migratoires, il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce que les politiques migratoires aujourd'hui sont totalement sous l'empire des traités européens. Donc, sans Frexit, Walou. Je fais exprès de Walou.
il n'y a pas de politique migratoire, c'est même pas la peine d'y penser. Donc la première chose à faire pour lancer un grand débat national sur la politique migratoire, c'est de sortir des traités européens par l'article 50. C'est tout. En dehors de ça, c'est du pipeau, on peut en parler pendant des heures. De toute façon, on ne peut pas labrer sur les chaînes de télévision, on peut expliquer ci, on peut expliquer ça. Les uns et les autres ne peuvent absolument rien faire car les traités supranationaux sont supérieurs au droit national. Et la réponse à la violence, eh ben, elle est toute bête. Quand violence il y a, c'est-à-dire que dans des systèmes communautaires où le communautarisme s'excite tout seul, vous avez des éléments incontrôlés, effectivement, qui font des bêtises, voire des très grosses bêtises, et bien là, il faut appliquer le droit commun. Il y a des lois en France qui envoient les gens en prison pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, pour perpète. Et bien, sans faire de clientélisme, sans faire de stigmatisation, on applique la loi. C'est tout. Donc ça, ce sont nos réponses à toutes les problématiques qui sont dues en partie à notre appartenance à l'OTAN. Donc vous voyez bien qu'on a les pieds sur terre et que finalement on n'a pas une vision idéaliste ou de haut niveau des choses, même si on a des analyses assez sympas, mais qu'on est ancré quand même dans le sol. Hein. Ça c'est important, il faut que vous en soyez absolument conscients. Alors, qui sommes-nous aujourd'hui sur Antibes et quelles sont les forces en présence? Ben, moi j'ai vécu une aventure humaine extraordinaire pendant plusieurs semaines pour passer à quelque chose de plus local. J'ai rencontré des gens avec lesquels j'ai échangé énormément, j'ai fait un travail de conviction et je les ai amenés, pour certains, à intégrer la liste donc pour les municipales d'Antibes en 2020. Donc nous avons là-dedans des gens qui sont des artisans, des commerçants, des gens qui font partie du monde associatif, de l'enseignement, de la police, le secteur des high-tech, des retraités du public et du privé, on a des femmes au foyer, mais on a en tout cas aussi quelque chose qui est important, ce sont des gens qui sont complètement hors liste, qui appartiennent originellement à des politiques, à des partis politiques ou des tendances politiques qui sont opposés, en moins dans la philosophie